comment ça va today? Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast et aujourd'hui on aborde un sujet délicat mais essentiel, les drogues et l'addiction. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Charlotte, connue sur les réseaux sociaux sous le nom de Sobrement Moi. Charlotte a été étudiante en médecine et a traversé une période d'addiction à la cocaïne. Aujourd'hui, elle a choisi de partager son histoire avec beaucoup de sincérité et de courage. À travers son témoignage, elle parle d'addiction, de sevrage, mais aussi de reconstruction et elle apporte un vrai message de soutien à toutes celles et ceux qui sont ou ont été confrontés à ces réalités. Cet épisode a été enregistré à distance via Zoom car nous n'avons pas pu nous rencontrer en personne. J'espère que la qualité du son restera agréable à écouter malgré tout. Avant de commencer, je tiens à préciser que ce podcast a un objectif de partage d'expérience et de prévention. Si vous êtes jeune ou si vous ne vous sentez pas prêt ou prête à écouter ce type de contenu, je vous invite à choisir un autre épisode plus adapté. Il y en a plus d'une quarantaine déjà disponibles. Les trigger warnings de cet épisode sont les suivants: TCA, anorexie, cocaïne, tentative de suicide. Si ces sujets sont trop sensibles pour vous, prenez soin de vous et n'hésitez pas à passer votre tour. Je vais maintenant arrêter de bavarder et vous laisser avec l'histoire de Charlotte. Si tu veux, pour commencer en douceur, tu peux te présenter. Salut, moi c'est Charlotte, j'ai 25 ans et je suis une ancienne étudiante en médecine à l'université de Paris-Cité. Ancienne étudiante en médecine, pas parce que j'ai fini mes études et que je suis maintenant médecin. Ancienne étudiante en médecine parce que j'ai dû arrêter à cause d'une addiction qui m'a littéralement bouffé la vie. Je suis une fille plutôt réservée, timide, mais je donne beaucoup de moi-même. J'ai un tempérament, je dirais, un peu addictif, toujours en recherche de dopamine. Ok, merci beaucoup pour cette présentation. Et du coup, selon toi, ce problème avec la dopamine, il est présent depuis que t'es enfant ou il est arrivé plus tard? C'est vraiment venu plus tard, c'est venu quand je suis tombée en dépression, donc en 2015. Quand j'étais petite, j'ai toujours été une enfant angoissée, apeurée, avec un grand manque de confiance en moi, et j'ai toujours cherché, j'ai toujours couru après ce boost par n'importe quel moyen pour combler ce que je n'avais pas avec la dépression que je vis. Donc ça a commencé en 2015. Le premier shoot de dopamine que j'ai vraiment eu et que j'ai recherché, c'est quand je suis tombée dans l'anorexie et la boulimie en 2018, en juin 2018, juste avant le baccalauréat. Ça me donnait une satisfaction. C'est horrible à dire, mais me restreindre, ça me donnait un shoot de dopamine. Me faire vomir, ça me donnait un shoot de dopamine. Et plus tard, ce shoot de dopamine, je l'ai eu avec la cocaïne. Comme on dit, quand on y goûte une fois, ça reprogramme tout le cerveau, puis plus rien n'a le même goût quand t'as goûté à la cocaïne. Donc c'est compliqué de refaire des choses dans ta vie, chercher ce boost quand t'as goûté à quelque chose de si puissant. Ouais, donc du coup, t'as quand même globalement, quand t'étais plus jeune, t'avais une vie comme tout le monde globalement. Après, t'es rentré dans la boulimie et dans les TCA. Et justement, c'était le fait que de vomir qui te donnait la dopamine. Et en médecine, t'as remplacé un peu ça par la cocaïne, c'est ça? À partir de 2022, c'est la première fois que j'ai consulté parce que j'avais des TCA. Je suis sortie du déni en novembre 2022. Je suis allée voir un psychiatre qui m'a clairement dit que j'avais des TCA, mais j'étais dans le déni, j'allais pas au rendez-vous, je voulais pas l'écouter. Pour moi, c'était compatible de pas manger et de se faire vomir et d'avoir une vie d'externe. Et du coup, à partir de mai 2023, j'ai commencé à être hospitalisée, donc en clinique ou à l'hôpital, quasiment tout le temps. Sur 3 ans, j'ai fait 14 hospitalisations pour anorexie et boulimie. Et du coup, je n'allais plus en stage à l'hôpital quand j'étais externe parce que du coup, j'étais trop maigre, trop fatiguée, trop obsédée par autre chose. Et à la fin de ces 3 années d'hospitalisation, entrer, sortir, je me suis dit, ça suffit. J'ai fait une tentative de suicide, j'ai été hospitalisée en psychiatrie, et quand je suis sortie de cette hospitalisation, j'étais à mon poids de forme, on m'enlève la sonde nasogastrique, et je me dis, ok, j'ai envie de vivre. Et ce j'ai envie de vivre, c'était de la rébellion. J'avais juste envie de faire des choses qui me faisaient ressentir des choses, et j'ai découvert la drogue. Je me suis dit que prendre de la drogue,
c'était vivre, ressentir des choses. Donc je me suis plongée là-dedans. Au moment où j'ai commencé la copine, j'étais toujours externe en 5e année de médecine, mais je n'allais plus en stage depuis bien un an. Je mettais les vidéos replay des cours magistraux en x1,5 et j'écoutais ça, je prenais des notes rapidement avec le cerveau en hyperactivité de copine et je révisais, j'allais aux partiels. C'est les derniers partiels que j'ai passés en mars 2025, un mois après que j'ai commencé la copine. Et vraiment, je suis même pas allée à l'épreuve de LCA l'après-midi parce que faire 4 heures d'épreuve le matin sans pouvoir consommer toutes les 20 minutes comme je le faisais, c'était trop dur comme épreuve. Donc j'ai tout bâclé mes épreuves parce que j'avais trop besoin de ma drogue. Et l'après-midi, je suis même pas allée à l'épreuve de LCA. J'ai dit à mon père qui m'avait accompagnée sur Paris pour les partiels. Je lui ai dit, oh, c'est une épreuve qui sert à rien, de toute manière elle est pas validante, j'irai pas parce que j'avais besoin de consommer toutes les 20 minutes. J'étais dans une prison. Ouais. Et donc du coup, cette consommation, elle a commencé en février 2025 parce que une fois que t'es sortie justement de tes différentes hospitalisations, tu t'es dit que tu voulais vivre et en voulant faire plein d'expériences, tu es tombée dans la cocaïne. Tu as directement énormément consommé ou c'est venu au fur et à mesure du temps? J'ai directement énormément consommé. Déjà, il faut savoir que moi, j'ai jamais commencé comme beaucoup de personnes en soirée techno ou en faisant la fête. Moi, ça a toujours été un sorte de médicament que j'ai commencé un mardi matin à 6 h du matin, loin des soirées, loin des choses fun. Et je peux vraiment dire, je n'ai aucun bon souvenir de consommer de la cocaïne. L'effet sur le moment, il me plaisait, je cherchais cet effet-là, mais j'ai aucun bon souvenir convivial autour d'une consommation comme j'ai pu avoir en 2e et 3e année de médecine avec l'alcool. L'alcool c'est pas bien, c'est une addiction également, mais je peux me dire, ok, l'alcool c'est destructeur, mais j'ai quand même eu des soirées cool autour de l'alcool. Je n'ai aucun souvenir cool autour de la cocaïne. Moi j'ai commencé vraiment comme médicament pour la dépression, pour ressentir quelque chose. Très vite, vu que je ne consommais pas, mes triggers, c'était pas être avec des gens qui consomment, de la musique, un bar. Moi, mon trigger, c'était toute seule, au-dessus de la cuvette des toilettes, chez mon père, en secret. Et du coup, je consommais toutes les temps de temps beaucoup. Et du coup, très vite, je me suis rendu compte que j'avais une addiction à ça parce que il y avait aucun moment plaisir. C'était vraiment que une boucle de l'enfer. Rien qu'hier soir, j'en parlais à ma mère de comment j'ai commencé la cocaïne et je sortais les messages avec mon psy et une amie et j'avais, au bout de 1 mois de consommation de cocaïne, lui envoie un message pour lui dire je suis tellement loin dans l'addiction, je sais pas comment je vais m'en sortir, je n'arrive pas à m'arrêter. Au bout de 1 mois. Donc ça veut dire que j'avais développé une addiction telle que j'étais carrément sortie du déni, c'est-à-dire que je n'étais même plus dans le déni, je savais que c'était grave, j'en souffrais énormément, donc c'était pas du tout du plaisir, du fun, de l'amusement. À chaque fois que je consommais, je souffrais, j'avais honte, je me sentais coupable, j'étais une menteuse, une manipulatrice, mais mon corps avait besoin de ça. J'avais l'impression que je ne survivrais pas si je ne consommais pas. Il y avait vraiment l'impression d'avoir comme une sorte d'opposition entre ta tête qui, elle, ne voulait pas spécialement consommer parce qu'elle aimait pas spécialement ça, et ton corps qui en avait besoin. Et tu répondais plus aux besoins de ton corps que à ce que ta tête te disait à ce moment-là, c'est ça? Pas vraiment. Il y a une différence entre le début de ma consommation et sur la fin, parce qu'au début j'en souffrais, c'était compliqué, mais j'aimais énormément ce que ça me faisait. J'aimais ce boost de confiance en moi que ça me donnait, j'aimais ce sentiment d'être à l'aise, d'avoir des projets, cette illusion chimique, alors que sur la fin de ma consommation de cocaïne, vraiment c'était juste vraiment un enfer sans nom. C'était terrorisant à quel point ma consommation sur la fin était horrible. J'avais un carnet qui s'appelait un carnet de consommation où j'écrivais à chaque fois que je consommais comment je me sentais. Ce carnet est rempli de mots atroces envers moi-même parce que quand je consomme, je me déteste. Mon cerveau et mon corps en ont besoin parce que ça lui fait du bien, ça me fait ressentir quelque chose en fait. Je ne ressens rien parce que vu que je suis en dépression depuis super longtemps, je ne ressens rien, je suis vraiment vide et ça me faisait ressentir des choses, même si parfois c'était pas des émotions forcément positives. Tout ce que je voulais, c'était ressentir des choses. Donc du coup, c'était pas du tout par rapport, par exemple, à un stress avec l'externat ou à quelque chose d'anxieux envers l'externat. Ça n'avait pas de rapport, entre guillemets, avec la médecine. C'était juste pour que... Enfin, juste, entre guillemets, hein, bien sûr. Mais c'était parce que tu voulais ressentir quelque chose et c'était pas quelque chose qui allait t'aider à gérer, par exemple, le stress ou la productivité ou des choses comme ça. C'était pas directement corrélé au fait que j'étais externe, mais le fait d'avoir cette pression de devoir réussir, de faire des études dans un milieu qui est considéré
considéré quand même comme prestigieux. Je me mettais la pression et consommer de la cocaïne, ça me mettait à la hauteur, ça me donnait la motivation à la hauteur de ce que je devais faire. Je sais pas si ça a du sens. Sauf que très vite, c'est devenu une addiction et ce qu'on dit, c'est que quand on est addict à la cocaïne, la drogue passe avant tout. Elle est passée avant mes amis, avant ma famille, avant la personne que j'aimais, avant mes études. Avant mes études, c'est des études pour lesquelles j'ai travaillé toute ma vie. Toute ma vie, j'ai voulu être médecin. Toute ma vie, on m'a appelé docteur Chalet. Et pour de la drogue, en même pas un an, j'ai abandonné, j'ai arrêté. Parce que la cocaïne était plus important que le rêve d'une vie. Ça avait vraiment pris beaucoup de place dans ta vie. Et est-ce que à ce moment-là, tu t'en rendais compte quand t'étais dedans que justement ça faisait plein de choses négatives autour de toi, ou est-ce que t'avais du mal à le percevoir? Au début, j'avais vraiment du mal à le percevoir. Au début, c'était fun. Il n'y avait pas beaucoup d'impact. Mon compte en banque était stable. J'avais toujours mes amis, mes meilleurs amis, qui sont mes amis en médecine. J'avais mes amis du lycée. On était toujours très proches, très, très fusionnels. Avec ma famille, je suis très proche de mes frères et sœurs. Ça allait très bien avec mes frères et sœurs. Donc, au début, ça s'appelle une addiction fonctionnelle. C'est-à-dire que tu travailles, tu révises, tu as une vie sociale et tu te rends pas compte que t'es dans l'addiction, t'es pas forcément sous un pont en train de te piquer, tu peux avoir un semblant de vie normale en étant en train de te détruire. Et du coup, au début ça se voyait pas, mais très vite ça a eu des impacts négatifs. J'ai fait une grosse tentative de suicide en avril qui m'a amenée en réanimation. Tout le monde a appris que je consommais de la cocaïne à ce moment-là parce que dans mes analyses de sang, il y avait de la cocaïne. Tout le monde se disait que j'allais mieux après ma dépression, donc ça leur a mis la puce à l'oreille, Charlotte va mieux, d'un coup un boost, qu'est-ce qui se passe? Quand on consomme, on devient quelqu'un de très imbu de sa personne. Enfin, je fais pas une généralité. Moi, j'étais devenue imbu de ma personne, j'étais devenue très narcissique, j'étais devenue très égoïste. Tout ce qui comptait, c'était moi, moi, moi. Moi, je suis la meilleure. Ça te rend très narcissique, très égoïste. Et du coup, je m'en foutais de tout le monde. Et du coup, je disais des choses méchantes. Je veux pas prononcer à la place des personnes que j'ai perdues, mais par exemple, après ma grosse tentative de suicide en avril, j'ai dit à ma meilleure amie comment j'allais procéder, chose que je ne raconterai pas ici. Je lui avais demandé de me promettre de ne le raconter à personne. C'était évidemment trop lourd à porter seule, donc elle l'a raconté à mon groupe de meilleures copines à Toulouse. Mais c'était pas juste des copines comme ça, c'était le noyau de ma vie, ces personnes. C'était les personnes les plus importantes de ma vie. Ça a été raconté dans le groupe et moi, j'étais juste en colère. Je détestais tout le monde. J'avais envie de faire souffrir tout le monde. J'avais envie que tout le monde meure avec moi en fait. Et j'ai envoyé un message à une de mes copines en lui disant « J'espère que la façon dont j'ai procédé pour ma tentative de suicide a été un bon gossip pour un midi à l'hôpital entre copines. » Parler comme ça à des gens que tu as inquiété avec ta propre vie, c'est pas possible. Mais la cocaïne me faisait croire que tout était permis. Je pouvais dire, agir comme je voulais, j'étais la reine du monde. La cocaïne, c'est un enfer. Mais du coup, par rapport à cette époque-là, comment par exemple s'organisait une journée que tu passais? Comment tu réussissais à allier, alors je parle du coup avant de ta tentative de suicide, mais comment tu réussissais à allier la cocaïne et la médecine? Comment tu organisais tes journées à cette époque-là? Alors je vais être honnête, quand j'ai commencé à la cocaïne, j'ai complètement décroché de médecine. Déjà, il faut savoir que je faisais entre guillemets à distance. J'ai une maladie chronique, donc la dépression, l'anorexie, la boulimie. Je vivais chez ma mère à Narbonne. Je remontais juste à Paris pour mes examens. Je vivais pas sur Paris alors que j'étais à la fac de Paris. Je faisais depuis chez ma mère et je montais pour mes examens. Très clairement, quand j'ai commencé la cocaïne, il n'y avait que la cocaïne dans ma ville. Je ne révisais pas médecine. C'était loin, loin pour moi tout ça. Pour moi, quand j'ai commencé la cocaïne, ma vie allait être géniale, j'allais rien faire et j'allais juste ressentir ce faux bonheur tout le temps. Quand j'étais externe, quand j'ai commencé mon externat, j'ai transféré de fac de Toulouse à Paris en septembre 2022 pour faire mon externat à Paris. Au début, j'avais une vie très rythmée. Je me réveillais à la même heure, je révisais mes flashcards, je prenais mon petit déjeuner, j'écoutais ma musique sous la douche, j'allais en stage de 8h30 à 13h, je rentrais, je faisais ma pause série, manger, je vivais avec mon ex. Ensuite, je révisais toute l'après-midi, je faisais mes flashcards, à 17h j'allais courir 1 heure avec ma sœur, le soir je relisais, je faisais des flashcards un peu pour m'amuser et ensuite je m'endormais. Quand j'ai commencé la cocaïne, je me réveillais la tête dans le brouillard et la première chose la seule raison pour laquelle
laquelle je me sortais du lit, c'était ok, là, je vais prendre ma première trace. Et c'est ça qui me sortait du lit. Quand j'ai commencé l'externat, quand je me sortais du lit, la phrase que je me disais, c'est ok, putain, tu vas être médecin, bouge-toi, ça va être génial, ta vie va être incroyable. Quand j'ai commencé la cocaïne, je me disais, c'est ok, tu vas prendre ta première trace et ensuite tu vas tenir toute la journée comme ça. Quand tu consommes pas, t'as des moments un peu de mou dans la journée. Quand je prenais de la cocaïne, je n'avais plus de doute, plus de projet, mais le temps passait très vite parce que j'étais sans arrêt dans un état d'excitation, d'euphorie et d'hyperactivité qui faisait que tout passait vite. Quand j'étais en médecine, je souffrais encore de dépression et il y avait des moments dans la journée, je me disais ah c'est dur. Quand je me disais c'est dur, j'avais des émotions négatives, j'étais pas bien. Et avec la cocaïne, j'étais juste complètement shootée au faux bonheur. Et je crois avoir compris que ta consommation était à son maximum vers février-mars 2025. Et donc après, tu as continué la consommation ou tu as réduit? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé du coup après tout ça? Là où là où mon addiction était à son ultra summum, c'était en novembre de 2025. Mais pour en revenir à ma consommation de mars, j'ai fait ma tentative aussi, je suis hospitalisée dans une clinique psychiatrique et au bout d'une semaine et demie, on me fait un test pour la drogue qui revient positif et on m'accuse d'avoir consommé à l'hôpital. Sauf que moi, je sais que je n'ai pas consommé à l'hôpital, je sais que je ne l'ai pas fait. Donc là, je m'énerve, il y a ma mère qui est à l'hôpital en visite. Je me disais de toute manière, on ne croit plus, il n'y a plus de relation de confiance, donc la relation soignant-soigné ne pourra plus fonctionner entre nous. Je sors contre avis médical. Et la phrase qui vient dans ma tête, c'est de toute manière, tout le monde pense que je consomme, autant continuer. Donc je continue. Je suis dans une frénésie de drogue jusqu'à 3e semaine de mai 2025, mais une frénésie. Hein. Et là, je me dis, ok, je finis ce que j'ai et je me rends aux urgences parce que c'est plus possible. Je saignais du nez, mon nez coulait, j'avais le nez bouché, j'avais des migraines, et j'avais la tête qui tapait fort, j'étais tout le temps en tachycardie, mon cœur il battait à 1000 à l'heure constamment, j'avais l'impression qu'il allait s'arrêter. Et là je me suis dit, ok, quand je finis, même pas, ok mon cœur bat trop vite, je saigne du nez, je sens que ma santé est en danger, je vais aller aux urgences. Je me disais, quand je finis ce que j'ai à consommer, je vais aux urgences. Je me rends aux urgences pour la première fois de ma vie. C'est là que j'ai appris que j'avais une perforation à la cloison nasale, donc je n'ai littéralement plus de cloison nasale à l'heure actuelle. On me transfère pour faire un sevrage. Bizarrement, tout se passe bien, tout se passe bien. Il y avait forcément des moments down. Mais j'avais pas spécialement de craving, déjà parce qu'il n'y a pas de craving, il n'y a pas de dépendance physique. J'avais pas de craving, ça se passe bien. Au bout de 5 semaines, je sors de cette hospitalisation en me disant, ok, là il faut pas que je consomme, parce que déjà de 1, tu t'es sentie tellement mieux Charlotte quand t'as été en sevrage sobre pendant ta cure. 2, t'es endettée, tu peux plus te permettre de consommer. 3, t'as une perforation à la cloison nasale, donc ton nez il va ressembler comme les gens sur Instagram qui ont le nez effondré après avoir pris de la cocaïne pendant des années. Et juste pour avoir une idée de à quel point mon addiction était sévère, c'est que en 3 mois, je me suis perforé la cloison nasale. Et au final, je sors de cette cure, 10 jours passent, et là, je me rends compte que j'ai de l'argent sur mon compte. Trigger. Ok, j'ai de l'argent, je peux consommer. Je consomme. Quand on consomme, on s'arrête plus. Je repars en cure, ça va plus du tout. Ma mère, elle s'en rend compte, je commence à avoir des idées suicidaires, plus envie de continuer, endettée au maximum. Vraiment, j'étais dans, je dirais, une mer de noir. Je me refais hospitaliser en cure et je vais pas rentrer dans les détails, mais on va dire que je suis pas restée sobre de la cure entière. J'ai commencé mon abstinence le jour où je suis sortie de cette cure. Et là, ça tient à peu près 1 mois et demi. Je me sens bien, je recommence à avoir des projets, je déménage en Bretagne, tout va bien, tout roule. Et un soir, un craving de trop et je craque. Et là, ça a été la pire rechute de ma vie. Je suis devenue quelqu'un d'ignoble. Ma personnalité avait changé, je faisais souffrir les gens, je les manipulais, la cocaïne me donnait une sorte de complexe de supériorité pendant ma dernière rechute, à tel point que j'étais devenue ignoble. J'étais horrible et je faisais rien. Je mangeais pas, je cuisinais pas, je faisais pas le ménage, je me brossais pas les dents, je me lavais pas, je faisais rien. J'étais juste dans la consommation, dans la consommation, dans la consommation. Sauf qu'il faut savoir que j'étais déjà très endettée et je m'endettais encore plus. Je demandais de l'argent à des gens. À la fin de mon addiction, j'étais vraiment dans la merde. Vraiment dans la merde sur tous les points. Santé, financier, social, scolaire, professionnel. J'avais plus de travail, plus d'études, plus d'amis. J'étais très isolée. J'étais très mal. Très mal. Je me lisais des messages que j'avais envoyés à mon psy hier, à ma mère, et je lui ai envoyé j'ai envie qu'on m'euthanasie. J'ai envie de mourir. Je suis devenue une personne horrible. Je souffre tellement
et j'ai envie que toutes les personnes souffrent avec moi. Enfin, j'étais pas bien. J'allais aux urgences 3 fois par semaine. SOS médecin est venu peut-être 3 soirs d'affilée à la maison parce que j'arrivais plus à m'arrêter de consommer. Et je me rendais aux urgences parce que j'arrivais pas à m'arrêter de consommer. J'étais devenue incontrôlable. C'est-à-dire que je consommais, je consommais, je consommais, je consommais. Et j'arrivais tellement pas à m'arrêter qu'il fallait que j'aille à l'hôpital pour qu'on m'enferme, pour qu'on me protège de moi. J'y allais pas parce que j'avais un symptôme physique. J'y allais parce que j'étais incontrôlable. Je n'arrivais plus à me contrôler. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là qu'il s'est réellement passé un déclic et que du coup, au fur et à mesure du temps, tu as décidé d'arrêter de consommer? Ou il s'est encore passé du temps? Qu'est-ce qui s'est passé après justement ce moment d'apogée? Après ce moment, il y a un matin, ça faisait 3 jours que je consommais jour et nuit, et là il est 7 heures du matin. J'avais dû consommer pour la dernière fois à 5 heures du matin, et là je me dis, ok, stop. En fait, j'étais tellement devenue une personne horrible qui ne me ressemble pas parce que je suis quelqu'un de très empathique, quelqu'un qui donne beaucoup de sa personne. Je voulais être médecin, je voulais aider les autres, et j'étais devenue quelqu'un d'horrible. Et en fait, j'étais tellement devenue quelqu'un d'horrible qu'il n'y avait plus aucun méfait de la cocaïne. Je m'étais juste dit, si tu consommes ça, tu vas agir comme une mauvaise personne. Et je préférais ne rien ressentir et dormir toute la journée que d'être cette personne-là. Je souffrais tellement de la consommation que je me suis dit, il faut que j'arrête. Et après, j'ai mis plein de stratégies en place, j'ai identifié tout ce qui me faisait rechuter, pourquoi j'avais rechuté, j'en ai parlé, parce que parler c'est super important. Les personnes qui t'aiment ne te jugent pas. Parfois elles sont dans l'incompréhension, mais elles veulent juste comprendre, et souvent quand on leur dit pas, elles sont encore plus inquiètes que si on leur dit je consomme. Quand j'ai rechuté en octobre-novembre, au début je mentais à mes parents, je leur avais pas dit que j'avais rechuté, alors que mes parents, ils ont beaucoup suivi mon addiction à la cocaïne, ils m'ont beaucoup soutenu, ils sont très présents pour moi, je peux tout leur dire sans filtre, ils m'ont jamais jugé. Mon père, il a jamais arrêté de me dire, tu peux même pas imaginer à quel point je suis fière de toi, tu peux être fière de toi, tu as traversé des choses difficiles. Ils m'ont jamais rabaissé, ils m'ont jamais jugé, mais j'avais trop honte de leur dire que j'avais rechuté parce que je me suis dit, après tout ce que j'ai fait, après tout ce qu'ils ont fait pour moi, je peux pas leur avouer que j'ai rechuté, je peux pas leur dire ça. Après les moments de détresse que j'ai eu, après des moments où j'étais en craving et je criais sur ma mère, amène-moi chez mon dealer, je veux ma drogue, je veux ma drogue. Je cassais des trucs par terre, j'étais devenue quelqu'un d'hystérique. J'osais pas en parler à mes parents, j'osais pas leur dire que j'avais rechuté. J'ai fini par leur dire que j'avais rechuté, et quand j'en leur en ai parlé, j'ai réussi à m'en sortir, j'ai réussi à aller mieux. Et rien que, c'était quand? Avant-hier soir, il était 20 heures et ma mère ne me laisse jamais seule à la maison parce qu'elle sait que ce qui me trigger, c'est quand je suis seule. Parce que je me dis, je peux consommer parce que je suis seule. C'est même pas j'ai envie de consommer parce que l'effet me manque, c'est je peux me le permettre, j'ai de nouveau un compte en banque stable, j'ai de nouveau accès à de l'argent, et dimanche soir, c'est le premier soir où ma mère me laisse seule, j'ai envoyé un message à un dealer pour lui demander, mais j'avais même pas envie de consommer, c'est juste je me suis dit, ok là tu peux, fais-le. Et après je me suis rappelé tout ce que j'avais perdu, la personne que j'étais quand je consommais. Là j'ai arrêté, je sais, je veux pas dire jamais, je veux pas dire toujours, je sais que je ne consommerai plus, je le sais, parce que je préfère souffrir de manque, mourir de manque, que d'être comme j'étais quand je consommais. Et du coup, je voudrais savoir, est-ce que tu es fière finalement de ton parcours, de ce que tu as réussi à faire et d'où tu en es? Et quelles sont tes perspectives pour l'avenir? Je suis fière de ma sobriété, je suis fière de mon abstinence, je suis fière de moi parce que c'était vraiment pas facile, ça a été très compliqué, j'ai énormément souffert, j'étais esclave de cette drogue, et les personnes qui n'ont pas vécu ça, c'est compliqué de le ressentir, mais je pense que c'est la chose la plus difficile que j'ai fait de ma vie, d'arrêter la cocaïne. Ça dépasse toutes les épreuves que j'ai traversées. Donc oui, je suis parfois nostalgique de quand j'étais en médecine, nostalgique de la personne que j'étais avant. Il y a des soirs où je me dis je me déteste, j'ai gâché ma vie, mais quand je vois mon parcours, je me dis ok, t'as réussi ça, tu peux faire plein de choses dans la vie. Pour ma perspective d'avenir, là je suis inscrite à un diplôme universitaire à Nantes pour devenir patiente expert, et du coup j'espère pouvoir travailler dans un service d'addicto, dans des associations, et j'ai surtout envie de briser la solitude et la honte qu'il y a autour de l'addiction parce que ça isole. Vraiment, s'il y a un truc, ça isole vraiment. Ok, mais qu'est-ce que on peut te souhaiter pour la suite? C'est quoi le truc qu'on peut te souhaiter? On peut te souhaiter du courage, on peut te souhaiter, je sais pas, de la volonté, on peut souhaiter de réussir tes études. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Ce que j'aimerais qu'on me souhaite,
c'est d'être alignée avec moi-même. J'ai perdu toutes mes valeurs quand je consommais. J'étais plus quelqu'un d'honnête, j'étais plus quelqu'un d'empathique, j'étais plus quelqu'un de bienveillant et je souhaite être alignée avec mes valeurs, plus être quelqu'un d'égoïste, menteuse, dire la vérité, quitte à blesser. Il me souhaitait de continuer d'être sobre et de pas avoir une quatrième rechute parce que je pense que c'est trop difficile pour moi. On tient bon, je suis motivée et merci beaucoup. Merci infiniment Charlotte pour ton témoignage, ta sincérité et ton courage. Ton parcours montre qu'au cœur des périodes extrêmement sombres, il est possible de se reconstruire, de retrouver confiance en soi et d'avancer pas à pas. À travers ton histoire, on comprend que l'addiction n'est pas une fatalité. Demander de l'aide, accepter de prendre du temps pour soi et croire, même un tout petit peu, en sa capacité à aller mieux, sont des étapes essentielles du chemin. À vous qui nous écoutez, si vous traversez une période difficile, si vous êtes confronté à une dépendance ou à des moments de doute, sachez que vous n'êtes pas seul. Il existe des solutions, des professionnels, des proches et des ressources pour vous accompagner. Je vous ai d'ailleurs partagé plusieurs numéros d'aide dans la description de cet épisode et n'oubliez pas, mes DM sont toujours ouverts. Mon compte Instagram c'est metsudi-8 podcast. Et je parle au nom de Charlotte, mais je pense qu'elle serait aussi honorée de vous aider. Merci encore Charlotte pour ton authenticité et ta volonté d'aider les autres à travers ton vécu. Je pense parler en mon nom, mais aussi au nom de toutes les personnes qui nous écoutent en te souhaitant de continuer à avancer, à t'épanouir et à inspirer celles et ceux qui croisent ton chemin. Et à vous, auditeurs et auditrices, prenez soin de vous, soyez doux et bienveillants envers vous-même. Rappelez-vous que chaque pas compte, même les plus petits. Après cet épisode particulièrement intense, je vous dis à dimanche prochain. Portez-vous bien. Ciao.